Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la phase photochimique. Donc, pour rappel, le chloroplaste, avec sa structure, donc une double membrane, vous vous souvenez, on l'a vu l'autre fois, avec donc une membrane externe, une membrane interne et un espace intermembranaire. Le stroma, qui est donc le liquide qui est à l'intérieur du chloroplaste. Et évidemment, on avait ces petits sacs aplatis que sont les thylakoïdes, avec soit des thylakoïdes granaires qui vont former donc des granums, soit des thylakoïdes intergranaires qui vont donc relier deux granats, c'est du latin. À l'intérieur d'un thylakoïde, on a soit l'espace intrathylakoïdien, soit le lumen, qui est le liquide qui est à l'intérieur du thylakoïde. On a ensuite des ribosomes, qui sont des petits organites qui servent à fabriquer des protéines. Également de l'ADN chloroplastique et des grains d'amidon, tout comme des globules lipidiques. Voilà. Donc pour rappel, la structure de ce chloroplaste. Donc nous, on va s'intéresser évidemment à un thylakoïde. Donc dans ce thylakoïde, vous allez retrouver plusieurs éléments sur la membrane du thylakoïde justement. Donc vous allez retrouver différents types de protéines qui sont à la surface. Donc vous avez ces espèces de protéines cylindriques qui ont une surface plane sur le dessus, dont nous verrons le fonctionnement après, et qui sont capables d'accepter donc des photons, sous réserve que la longueur d'onde convienne, évidemment. Ça, c'est ce qu'on appelle donc des photosystèmes. On a également des chaînes de transport d'électrons, c'est-à-dire c'est des grosses protéines qui permettent donc, comme leur nom l'indique, de transporter des électrons. On a également, et c'est la dernière grosse protéine qu'on va avoir sur la membrane du thylakoïde, une ATP synthase, c'est-à-dire une grosse protéine capable de fabriquer de l'ATP. Alors, on va rentrer dans le détail d'un photosystème. Donc, sur ce photosystème, on va retrouver différents éléments, à savoir donc des pigments. Ici, des pigments verts, vous vous doutez de ce que c'est. Ce sont des chlorophylles A et B. Sachant que celle du centre est un petit peu spécifique, c'est une chlorophylle A et on l'appelle centre réactionnel. Vous verrez pourquoi dans 2 secondes. On a également d'autres pigments, des pigments jaunes, qui sont les xanthophiles, et des pigments oranges, qui sont les caroténoïdes, voilà, ou carotènes. C'est le même pigment qu'on va retrouver dans la carotte. Alors, que se passe-t-il quand arrive un photon? Alors, regardez ici, il a touché un caroténoïde, et regardez donc, ce caroténoïde devient dans un état qui est instable. On dit que la molécule de caroténoïde est excitée. Et donc, cette instabilité ne peut pas demeurer. De ce fait, elle va transmettre cette instabilité au pigment voisin. Ici, regardez, donc c'est une chlorophylle, A ou B, peu importe, qui à son tour devient dans un état instable. Regardez que le caroténoïde, par contre, lui, a retrouvé sa stabilité. Et donc, il va y avoir une transmission de proche en proche jusqu'à ce qu'on arrive à la chlorophylle A du centre réactionnel. Et dans ce cas, elle aussi, bien évidemment, devient à son tour instable. Alors, il va falloir qu'elle perde son instabilité, mais elle ne va transmettre cette instabilité à personne. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va perdre 2 électrons. Voilà ce qu'il faut comprendre donc sur ce photosystème. Donc, capable de capter un photon, et il en résulte d'une perte de 2 électrons par la chlorophylle A du centre réactionnel. Revenons maintenant sur le thylakoïde. Donc ici, vous retrouvez les mêmes éléments. Bon, je remettrai l'ATP synthase juste après. Donc regardez nos photosystèmes. On a également de l'eau qui se retrouve un peu partout, évidemment, comme dans toute cellule végétale. On a à la fois dans le stroma, dans le lumen, dans le cytoplasme de la cellule, peu importe, il y en a partout. Et donc, quand on a un photon qui arrive sur le photosystème, il se produit évidemment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire une perte de 2 électrons, mais il va falloir remplacer ces 2 électrons. Vous vous doutez bien que notre chlorophylle A ne va pas pouvoir perdre des électrons à l'infini. Il va falloir les remplacer au fur et à mesure. Donc, que va-t-il se produire? Regardez la molécule d'eau.
elle va se transformer et se dissocier. Elle va se dissocier en 1,2O2, 2H+, et 2 électrons. Alors, les 2 électrons vont venir remplacer les 2 électrons perdus. Pas de problème. L'O2, que va-t-il faire? C'est un gaz, il va s'échapper. D'accord? C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve à avoir une production d'O2 pendant la photosynthèse et qu'on avait dit que c'était directement dépendant de la lumière. Vous voyez que les deux processus, l'absorption du photon et le dégagement d'O2, sont très très proches dans le temps. Voilà, c'est pour ça que ce sont des éléments qui sont directement dépendants. Alors revenons à nos 2 électrons qui ont été donc émis par la chlorophylle A du centre réactionnel. Eh bien, ils vont traverser la chaîne de transport. Et dans ce cas, ça va provoquer l'élément suivant. Vous voyez à l'instant, un ion H+, va rentrer dans le thylakoïde. Étape suivante, on rencontre un nouveau photosystème qui lui aussi va absorber des photons. Même chose que d'habitude. Qui dit absorption de photons dit émission de 2 électrons. Cette fois, il n'y a pas besoin de casser une molécule d'eau. Parce que j'ai besoin de 2 électrons, mais regardez, j'ai les 2 électrons précédents qui vont être là pour combler les 2 électrons perdus, évidemment. Donc voilà, viennent combler ici. Bon, que deviennent ces 2 électrons? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle un accepteur d'électrons, qui s'appelle le NADP+. Et ce NADP+, ainsi que 2 ions H+, vont accueillir ces 2 électrons pour former quelque chose de très important, qui s'appelle le pouvoir réducteur. Donc la molécule c'est NADPH plus H+, et c'est quelque chose qui va être fondamental pour la phase suivante de la photosynthèse. Donc voilà, première chose produite réellement, c'est du NADPH plus H+. Maintenant, regardez, à l'intérieur de notre thylakoïde, on commence à avoir une sacrée concentration de H+. Évidemment, à chaque fois qu'on a cassé une molécule d'eau, on a eu des H+. À chaque fois que des électrons sont passés par la chaîne de transport, on a eu des H+. Donc on commence à avoir une concentration très très importante à l'intérieur. Or, à l'extérieur, dans le stroma, c'est le contraire. On a une très faible concentration, pour 2 raisons. La première, c'est qu'évidemment, lors du passage des électrons dans la chaîne de transport, des ions H+, ont migré du stroma vers le lumen. Donc ils sont partis. Deuxième élément, on en a utilisé pour former le NADPH plus H+. Donc vous avez une très faible concentration à l'extérieur, une forte concentration à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous les ai représentés sous la forme de plein de petits H+. Et à ce moment-là, on va pouvoir s'en servir pour fabriquer une autre molécule très importante qui s'appelle l'ATP, dont certains ont déjà entendu parler. Alors comment est-ce qu'on fabrique cet ATP qui va être indispensable lui aussi? On prend de l'ADP. Alors qu'est-ce que ça veut dire ADP? Adénosine diphosphate. On verra ça en cours. Et PI, c'est du phosphate inorganique. Et là-dessus va intervenir notre ATP synthase. Donc c'est une protéine membranaire qui va être capable de transmettre de l'énergie pour fabriquer ce futur ATP. Alors d'où vient cette énergie? Imaginez, nos ions H+, sont très très nombreux à l'intérieur du thylakoïde. Évidemment, ils ont envie de sortir, un petit peu à la manière de l'eau qui a envie de sortir d'une retenue d'eau avec un barrage hydroélectrique. Et bien dans ce cas, imaginez que notre ATP synthase, c'est tout simplement la turbine qui, lorsque un ion H+, va la traverser, va permettre donc de récupérer de l'énergie potentielle pour fabriquer donc une molécule très importante parce qu'elle contient de l'énergie chimique. Et cette molécule, c'est l'ATP, adénosine triphosphatée. Donc voilà, vous avez ici l'ensemble des choses qui ont été produites lors de cette première phase, la phase photochimique. Et donc si on fait un petit bilan, donc on a des éléments qui ont été consommés pendant cette phase, alors à savoir les photons, évidemment, de l'énergie lumineuse, mais également de l'eau, puisqu'elle a été dissociée, et puis du NADP+, pour former le NADPH plus H+, et enfin de l'ADP et du phosphate inorganique. Il y a des éléments qui ont également été produits par contre, à savoir de l'O2 qui a été dissipé sous forme gazeuse, mais également de l'ATP et du NADPH plus H+. Voilà pour cette phase photochimique. Je vous remercie.